Bonjour, chers apprenants. Je me présente, c'est Mouchefal Papis Komara, professeur d'histoire et de géographie. Je souhaite m'entretenir avec vous sur une thématique très importante ayant trait à votre programme d'histoire et de géographie en classe terminale. Bien sûr, une thématique étudiée aussi dans les autres classes, telles qu'en première ou en seconde, etc. Il s'agit de la méthodologie de la dissertation en histoire. La dissertation est un exercice formateur qui demande plusieurs exigences. Elle fait appel à la mémoire, car il y a des points qu'on doit fixer dans la tête, des points qu'on doit retenir. La dissertation fait appel aussi à un esprit de réflexion, d'analyse et de synthèse, à un esprit critique, de recul, de réserve, bien sûr, et de cogito, si vous voulez. Ces exigences sont incontournables dans l'élaboration d'une dissertation. Par ailleurs, il y a un travail de préparation au préalable. Lire qui consiste donc à lire et à relire attentivement le sujet, à relever les idées, même dans le désordre, pour ensuite les ordonner, à essayer de cerner la problématique, à relever quelques arguments phares qui doivent répondre à cette problématique. Jusque-là, ça va? On peut avancer? Vous tenez bien le fil conducteur? La dissertation en histoire comprend trois parties: l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction est la première impression donnée au correcteur. Elle doit être soigneusement rédigée. D'abord dans un brouillon, puis au propre. C'est la première impression parce que à partir de l'introduction, le correcteur peut savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. S'il doit passer à côté ou pas, on peut le détecter à partir de cette première impression donnée au correcteur qui est l'introduction. L'introduction comprend trois rubriques. La première consiste à amener à présenter le sujet en partant du général au particulier, c'est le système d'atténuateur. À définir les concepts, les mots-clés, à délimiter le sujet dans le temps et dans l'espace. Cette dernière phase, ce dernier point est aimé et apprécié par beaucoup de professeurs d'histoire. La délimitation du sujet dans le temps et dans l'espace. Il ne faut pas l'oublier. La deuxième rubrique consiste à problématiser. Il faut problématiser, chers élèves. La problématique, c'est la colonne vertébrale. C'est le fil conducteur de votre travail. On peut la faire sous forme de questionnement, sous forme de questions, d'interrogation pertinentes qui collent bien sûr avec le sujet. Après la problématique vient le plan. Il faut l'annoncer. Éviter un plan à plus de 3 parties. Non, il faut l'éviter. 2 parties, maximum 3, suffisent largement. Pour le développement. Le développement, c'est à ce niveau, bien sûr, qu'on doit argumenter. C'est à ce niveau qu'on doit illustrer pour convaincre le correcteur. C'est à ce niveau qu'on doit se défendre ses idées. Vous pouvez avoir même des idées qui sont en porte-à-faux, qui sont contraires avec celles du correcteur, mais c'est la façon dont vous les défendez qui importe. Donc, argumenter, illustrer dans le développement. Et pour ce qui concerne le développement, n'oubliez pas de construire, de rédiger une phrase
introductive avant d'entamer, quand vous entamez une première partie. Quand vous entamez la première partie, il faut rédiger une phrase introductive. C'est fondamental. Souvent, les élèves ne le font pas. Il y a certains qui ne le font pas. Par facilité, ils reprennent les intitulés du cours. Par exemple, quand il insère les sous-rubriques du cours. Non. Rédigez une phrase d'entrée montrant que vous abordez telle partie. Après avoir étudié une première partie, il faut construire, rédiger, si vous voulez, une phrase, une conclusion donc partielle et une phrase de transition. Conclusion partielle et phrase de transition annonçant la deuxième partie. Jusque-là, ça va? Il faudra par ailleurs signaler que il y a plusieurs types de plans. On peut avoir un plan thématique. Donc, par thème, exemple, les conséquences économiques de la Deuxième Guerre mondiale, les conséquences politiques de la Deuxième Guerre mondiale. On peut avoir aussi un plan dialectique. À ce niveau, il faudra une thèse, une antithèse, une synthèse. Un plan analytique qui consiste à décliner les causes, les conséquences et les solutions. Un plan comparatif, on l'appelle aussi le plan par confrontation, qui consiste à dévoiler les ressemblances et les dissemblances, autrement dit les particularités. Comme exemple de plan, on peut citer le plan chronologique. Là, il s'agit de décliner les bornes, exemple de 1945 à 1947. Mais bien sûr, ces bornes chronologiques ne sont pas fortuites. Ces bornes chronologiques ne sont pas fortuites. 1945 consacre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, consacre aussi la convocation de ces deux grandes conférences, l'organisation de ces deux grandes conférences, la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam, qui sont des événements repères dans l'historiographie des relations internationales. 1947 consacre la rupture, la formation des blocs, le début de la guerre froide. Un autre exemple, de 1956 à 1962, 1956 qui consacre la crise de Suez avec la nationalisation du canal de Suez par Gamal Abdel Nasser, l'Égyptien, le panarabiste. 1962 qui consacre une période phare dans l'histoire des relations internationales, c'est la crise de Cuba, après, bien sûr, l'échec du débarquement des anticastristes dans la baie des Cochons. Donc, chers apprenants, vous voyez nettement qu'il y a plusieurs types de plans qu'on peut proposer, mais ces plans varient en fonction des sujets que l'on propose. Donc, il faudra beaucoup faire attention, surtout encore pour ce qui concerne le plan comparatif, qui consiste à dévoiler les ressemblances et les dissemblances. Il y a certains qui proposent une étude juxtaposée. Tel n'est pas le cas. Une étude juxtaposée est différente d'une étude comparative. Il a dit tantôt, c'est le développement qu'il faut illustrer, qu'il faut argumenter, qu'il faut en donner des exemples en citant pour convaincre le correcteur. La dernière partie d'une dissertation est appelée conclusion. Et c'est la dernière impression donnée au correcteur. Il ne faut pas la bâcler. Rédiger la conclusion dans un brouillon d'abord et ensuite au propre. La mettre au propre. La conclusion, c'est l'heure du bilan. Il faudra faire au préalable, on peut tout résumer, mais c'est l'heure de faire un bilan et de décliner les perspectives. Du coup, parlant de perspectives, parlant de bilan, on se dit que la conclusion est comme une porte qui se ferme et une fenêtre qui s'ouvre. Si là je vous renvoie à vos cours
Si vous lisez, si vous relisez attentivement les conclusions qu'on vous propose, vous verrez qu'on annonce la leçon suivante. Chers apprenants, quelles sont les grandes lignes relatives à la méthodologie de la dissertation en histoire? Je vous remercie. C'est bon.